Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. On va parler économie tout de suite avec Sylviane Bert qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Pierrick, bonne année. Bonne année à nouveau. Bonne année à tous, oui. Évidemment. Nicolas Sarkozy a lui aussi adressé ses vœux aux Français. Il en a profité pour annoncer des mesures structurelles à quelques mois de la présidentielle. Oui, mais il a exclu un troisième plan de rigueur. Il a annoncé la mise en place d'une TVA anti-délocalisation qui reviendrait à taxer les produits peu chers qui entrent en France et une taxe sur les transactions financières. L'objectif, mettre l'accent sur la croissance, la compétitivité et la réindustrialisation de la France. Évidemment, ces mesures nécessiteront du temps, notamment des discussions avec les partenaires européens sur la taxe sur les transactions financières. Mais Nicolas Sarkozy veut que ces mesures soient rapidement mises en place. Il a annoncé de grands changements pour la fin janvier. Le grand sommet de l'emploi prévu le 18 janvier prochain devrait donc accoucher de mesures concrètes. Et dans le reste du monde, les leaders politiques ont également présenté leurs vœux, des vœux qui ont pris la teinte de la crise. En effet, puisque en Occident, on oscille entre optimisme modéré et promesses de sueur et de larmes, des vœux d'autant plus cruciaux qu'aux États-Unis et en Europe, un grand nombre de leaders devront faire face au verdict des urnes. Écoutez, Barack Obama et Angela Merkel. Nous aurons des débats difficiles et de rudes batailles. Nous sommes à un tournant pour les classes moyennes. Les actions que nous avons entreprises au cours de ces derniers mois doivent nous aider à déterminer quel type de pays nous voulons devenir et dans quel type de monde nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants grandissent. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour renforcer l'euro, mais cela ne marchera que si l'Europe est capable d'apprendre de ses erreurs. L'Allemagne fait ce qu'il faut, même si l'année prochaine sera sans nul doute plus difficile que celle qui vient de s'écouler. Tout cela dépendra de vos efforts. Merci pour votre persévérance. Et Angela Merkel en a profité de son côté pour saluer les 10 ans de la création de l'euro. Tout à fait, dans un contexte un petit peu tendu. Toute cette semaine, nous reviendrons donc sur cet anniversaire de la création de la monnaie unique avec un reportage par jour fait par nos correspondants dans la zone euro. Aujourd'hui, je vous propose justement de rester en Allemagne. La banque Standard Chartered affirmait que 2012 verrait la sortie d'un ou deux pays de la zone euro. Voyons avec Anne Maillet, notre correspondante à Berlin, quelles pourraient être les conséquences d'un éclatement de l'euro et d'un retour au Deutschmark en Allemagne. Sortir de l'euro, un scénario alléchant, pas pour les entreprises allemandes championnes de l'export. Cette PME berlinoise fabrique des jeux de cordage pour enfants. 75% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. Pour David Köhler, le PDG de l'entreprise, un retour au Deutschmark serait une catastrophe. Les produits allemands deviendraient plus chers car si l'on retourne au Deutschmark, celui-ci redeviendrait la plus forte monnaie européenne. Tous les autres pays auraient donc des difficultés à payer en Deutschmark. Cela conduirait selon toute vraisemblance à une chute de l'export. Valeur refuge historique, le Deutschmark ressuscité serait surévalué de 40 à 50%, freinant brutalement les exportations. Avec pour conséquence des faillites à la chaîne, une hausse significative du chômage et une baisse de la demande intérieure. Le pays serait précipité dans une récession sans précédent, de quoi réveiller les pires cauchemars allemands, comme le rappelle ce numismate. La demande intérieure allemande est de second ordre, mais si elle est étranglée en même temps que les exportations, ce serait le coup de grâce. On irait droit dans une catastrophe économique similaire à celle des années 30, où plus personne n'avait de travail. La population se rebellerait. Mais un retour au Deutschmark ne menacerait pas seulement les entreprises et les ménages. Les banques ou encore les fonds de retraite feraient face à des pertes inchiffrables. Une grande partie du patrimoine allemand serait donc détruit. Les dépôts d'épargne ne seraient plus sûrs. Toutes les assurances retraite et autres formes d'assurance seraient menacées. Et les épargnants privés n'auraient plus la garantie de récupérer l'argent qu'ils cotisent chaque mois. L'État serait donc obligé d'intervenir avec des conséquences incalculables. Pour compenser ces pertes, l'État allemand serait donc obligé de s'endetter comme jamais. Allez, on jette un coup d'œil aux places financières avec vous, Sylviane. Alors, quelle est la tendance ce matin ? La tendance en ce début d'année, c'est de l'équilibre pour le CAC 40 ce matin, qui ouvre à l'équilibre, donc à moins 0,05. Le DAX, vous le voyez, à l'équilibre aussi, plus 0,03. Et Milan est également dans le vert ce matin. En Asie,
eh bien, tout le monde chôme aujourd'hui, sauf les Coréens et les Australiens. Le Kospi, qui sont courageux. Le Kospi qui ouvre l'année dans le vert et la SX de Sydney dans le rouge. On passe à un tout autre sujet. Petroplus, le raffineur suisse, va stopper l'essentiel de sa production à partir d'aujourd'hui. Oui, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour les salariés des sites de Petite Couronne près de Rouen, mais également de Crécy en Suisse et de Anvers en Belgique. Le raffineur n'a plus les moyens d'acheter du pétrole. Les pouvoirs publics des pays concernés font pression sur les banques pour éviter une faillite. 2012 s'annonce morose pour les employés de Petroplus. Le raffineur indépendant n'a plus les moyens d'acheter du pétrole. Conséquence, la fermeture de 3 sites sur 5 en Europe, dont celui de Petite Couronne près de Rouen. Ici, les employés français sont dans l'attente et les syndicats mobilisés. L'arrêt temporaire de leur site depuis ce matin est tout sauf une surprise. Informés de cette décision de la direction il y a quelques jours, la plupart se montraient fatalistes. L'avenir du site, maintenant je crois qu'il n'y a plus grand monde dans l'entreprise qui y croit. Ou alors il faudra un miracle. Et donc on voudrait au moins pouvoir partir avec un minimum pour nous permettre de nous retourner. La direction de Petroplus, elle poursuit ses négociations avec les banques pour emprunter de quoi acheter du pétrole. Car depuis le gel d'une ligne de crédit d'$1 milliard, Petroplus n'a presque plus rien à raffiner. L'entreprise avait déjà fermé 2 sites en 2008 et 2009. Ces 5 dernières années, ses bénéfices ont chuté, la crise est passée par là. Les marges de raffinage ont été très faibles au cours des 3 dernières années, donc on est dans un environnement très déprimé pour le raffinage. Et en plus, nous subissons aussi les conséquences de la crise financière et bancaire. En France comme en Suisse, les autorités tentent de convaincre les banques de prêter à Petroplus pour permettre une reprise de l'activité et le maintien de ses 2500 emplois en Europe. Aux États-Unis, les candidats à l'investiture républicaine pour la Maison-Blanche affûtent leurs armes à 24 heures du coup d'envoi le 3 janvier et ce sera les primaires dans l'Iowa. Et pour ce caucus, comme on l'appelle, eh bien, l'économie est au centre des débats. Traditionnellement, l'économie de l'Iowa a toujours bénéficié d'être le premier État à se lancer dans la course des primaires. Les débats vont se concentrer sur le secteur agricole et sur les subventions aux producteurs d'éthanol. Reportage. Quand on veut devenir président des États-Unis, le petit État agricole de l'Iowa, dans le nord, est un passage obligé. Il y fait froid et on n'y compte que 3 millions d'habitants. Mais les électeurs d'ici sont les premiers à voter pour les primaires, ce qui en fait un tremplin très envié. Roger est agriculteur et il trouve normal que les candidats viennent jusqu'à lui. L'agriculture, c'est la colonne vertébrale de ce pays. Depuis toujours, ça a été le pilier de l'économie du pays. En réalité, l'agriculture n'est plus vraiment le pilier qu'elle était. Mais les candidats cajolent sans relâche les agriculteurs à la veille de la primaire républicaine, quitte à faire des compromis idéologiques avec le libéralisme en promettant de continuer la politique de subvention à l'éthanol, produit avec le maïs local, des subventions qui assurent des revenus confortables aux agriculteurs et électeurs de l'Iowa. Je suis pour l'éthanol pour une raison très pragmatique. Entre donner $1 milliard à l'Iran et $1 milliard à l'Iowa, je choisis l'Iowa. Mais crise oblige, la pression de l'opinion pour arrêter de subventionner ce carburant écologique pourrait être plus forte que les promesses électorales. L'amour du pays pour l'éthanol s'est un peu étiolé dernièrement. Les subventions vont bientôt s'arrêter. Et ce n'est plus un examen de passage pour les candidats. Plus vraiment un examen de passage, mais pour le puissant lobby agricole de l'Iowa, la primaire reste un excellent moyen de pression politique, une fois tous les 4 ans. Et voilà, c'est la fin du journal de l'économie. Merci Sylviane d'avoir été avec nous. Et restez avec nous, l'information continue sur France 24. Dans quelques instants, un nouveau journal, ce sera avec Elisabeth Alain. Paris Direct continue.